J'ai toujours su que j'étais une erreur. Mes parents ne se sont pas donné la peine de cacher leur indifférence envers moi. Même lorsque j'étais trop jeune pour comprendre le concept d'amour parental, je pouvais sentir la froideur dans leurs actions, la façon dont les yeux de ma mère devenaient vitreux lorsque j'entrais dans la pièce, comme si ma présence n'était qu'une nuisance. Les réponses de mon père à tout ce que je faisais, que ce soit dessiner, poser une question ou simplement être à proximité, étaient indifférentes dans le meilleur des cas. En regardant en arrière, il n'y a jamais eu un moment où je me suis sentie aimée. Je ne sais pas s'ils ont jamais voulu un enfant, mais ce que je sais, c'est qu'ils ne me voulaient certainement pas moi. Je me souviens avoir eu 5 ans, assis à table, regardant mes parents se parler à voix basse, m'ignorant complètement. Mon père était toujours concentré sur son travail, un comptable de haut niveau qui passait ses journées à analyser des chiffres et à gérer les fortunes d'autres personnes. Ma mère ? Eh bien, elle était toujours absorbée dans son propre monde, qu'elle soit en train de lire, de faire du shopping ou de bavarder avec ses amies tout aussi distantes. Elle n'avait jamais de temps pour moi, et je ressentais cette négligence tous les jours. Lorsque j'ai commencé l'école, j'ai pensé que les choses changeraient peut-être. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, mes parents seraient fiers de moi si je réussissais bien, si j'apportais de bonnes notes à la maison, si je me comportais bien. Mais rien n'a changé. J'étais invisible pour eux. Si j'obtenais une excellente note à un examen, cela ne les intéressait pas. Si j'avais des difficultés, ils ne s'en rendaient pas compte. Mes réussites étaient sans importance et mes échecs ne se sont même pas inscrits sur leur radar. À l'école, ce n'était pas beaucoup mieux. J'étais cet enfant silencieux qui s'asseyait toujours au fond de la salle de classe, celui que personne ne remarquait vraiment. Je n'avais pas d'amis. Je ne savais pas comment me faire des amis. Comment pourrais-je ? Je ne comprenais même pas ce qu'était l'amitié. Ce n'était pas quelque chose que je voyais à la maison, et ce n'était pas quelque chose que je savais comment favoriser par moi-même. Les autres enfants avaient des parents qui assistaient aux événements scolaires, des parents qui les emmenaient à l'entraînement de football ou au cours de piano. Mes parents ne venaient jamais. Les réunions parents-professeurs, les pièces de théâtre scolaire, aucun des jalons que les autres enfants partageaient avec leur famille ne les intéressait. J'ai rapidement appris à cesser d'attendre qu'ils apparaissent. Je suis devenu bon à faire semblant que cela ne m'importait pas. Lorsque j'avais 12 ans, il y a eu un grand événement scolaire, un concours de talent. Les parents de tous les autres enfants étaient là, encourageant leurs enfants, rayonnant de fierté. Mes parents ? Ils ne savaient même pas que cela se produisait. Je ne leur en ai pas parlé, et même si je l'avais fait, ils ne seraient pas venus. Je suis restée dans les coulisses, regardant tous les autres enfants embrasser leurs parents après, les écoutant parler de leur fierté. Cela m'a fait mal. Cela m'a fait plus mal que je ne voudrais l'admettre. Mais j'ai avalé cette douleur, je l'ai gardée et j'ai continué. C'est ce que je faisais toujours. Je continuais, même lorsque tout en moi voulait s'arrêter, crier, exiger que quelqu'un, n'importe qui, me voie. Lorsque j'avais 15 ans, j'ai finalement arrêté d'essayer. J'ai renoncé à l'idée que mes parents se soucieraient un jour de moi. J'ai accepté que j'étais juste là, un fardeau, une obligation dont ils ne pouvaient pas se débarrasser. C'est alors que je me suis fait une promesse, je partirai dès que je le pourrai. Je quitterai cette maison et je ne regarderai jamais en arrière. Je m'échapperai. Et ainsi, je me suis concentrée sur mes notes. L'école était mon billet de sortie. Si je pouvais entrer dans une bonne université, je pourrais disparaître. Je pourrais recommencer, loin de l'indifférence étouffante de mes parents, loin de la solitude écrasante de mon enfance. J'ai travaillé plus dur que jamais, non pas parce que j'aimais apprendre, mais parce que j'étais désespérée de partir. Je me souviens du jour où la lettre d'acceptation est arrivée. J'avais postulé dans une université dans une ville suffisamment éloignée pour que mes parents ne puissent pas apparaître inopinément, non pas qu'ils le feraient. J'étais acceptée. J'étais acceptée. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Peut-être, juste peut-être, les choses seraient différentes. Peut-être, loin de mes parents, pourrais-je me trouver moi-même. Peut-être pourrais-je enfin découvrir qui j'étais en dehors de l'ombre de leur négligence. Le jour où je suis partie pour l'université, mes parents ne sont même pas venus me dire au revoir.
Ils ne m'ont pas aidé à faire mes valises, ils ne m'ont pas demandé comment je me sentais, ils ne m'ont offert aucun conseil pour cette nouvelle étape de ma vie. Ma mère a à peine levé les yeux de son magazine lorsque je suis sortie par la porte. Mon père était en conférence téléphonique, sans même reconnaître que son unique enfant quittait la maison pour la première fois. Je ne me suis pas sentie triste pour ça. Je n'ai rien ressenti. J'avais déjà appris à n'attendre rien d'eux, en retour, je ne leur ai rien donné. En fermant la porte derrière moi, j'ai ressenti une étrange sensation de soulagement. J'étais libre. Ou du moins, je le croyais. Lorsque je suis arrivée à l'université, tout m'a semblé accablant. Le campus était immense, rempli de gens qui semblaient savoir exactement où ils allaient et ce qu'ils faisaient. Je me suis senti petit, perdu dans une mer d'étrangers. Mais, en même temps, il y avait une excitation là-dedans. Pour la première fois, je pouvais être n'importe qui. Personne ici ne me connaissait. Personne ici ne savait que j'étais l'enfant qui avait grandi sans amour, l'enfant qui avait été invisible toute sa vie. Je pouvais me réinventer. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure, et je me suis retrouvée à reprendre le rôle que je connaissais le mieux, l'observateur silencieux. Au début, je ne parlais pas beaucoup aux gens. Je m'asseyais au fond des salles de conférence, je faisais mon travail et je restais à l'écart. Je sentais toujours que je n'appartenais pas, comme si j'étais dehors en train de regarder vers l'intérieur. Tous les autres semblaient si connectés, si sûrs d'eux. Je n'étais que moi. Et puis je les ai rencontrés. Cela a commencé par quelque chose de petit, un projet de groupe pour l'un de mes cours. J'ai été jumelée avec 4 autres étudiants et j'ai pensé que ce serait comme n'importe quel autre projet de groupe que j'avais fait, inconfortable et oubliable. Mais ce ne l'a pas été. Ces personnes étaient différentes. Jack a été le premier à me parler vraiment. Il était extraverti, sûr de lui de cette manière informelle et insouciante qui vous donnait envie d'être près de lui. Il faisait des blagues, gardait les choses légères, et, pour une raison quelconque, a décidé que ça valait la peine de me parler. Puis il y avait Lily. Elle était bruyante et authentiquement elle-même. Elle avait une énergie sauvage, comme si elle était toujours sur le point de faire quelque chose de fou, et vous ne saviez jamais ce que ce serait. Mais elle était aussi gentille, d'une manière qui m'a surpris. Elle ne m'a pas jugé pour être silencieux, elle ne m'a pas poussé à parler plus que je ne me sentais à l'aise. Matt était l'opposé de Lily. Il était calme, introverti, comme moi. Mais il y avait quelque chose en lui qui me faisait sentir que nous nous entendions. Je n'avais pas besoin de remplir le silence avec des conversations triviales, il se contentait de simplement s'asseoir dedans, et j'appréciais cela. Et puis il y avait Sophie. Sophie était différente. Il y avait quelque chose en elle qui m'attirait, quelque chose que je ne pouvais pas exprimer avec des mots. Elle avait cette intensité, cette force tranquille qui vous donnait envie d'en savoir plus sur elle. Au début, elle ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu'elle le faisait, ses paroles avaient du poids. Elle n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait et elle n'avait pas peur de me défier. Et la façon dont elle me regardait, c'était comme si elle voyait quelque chose en moi que je ne voyais même pas en moi-même. Nous avons travaillé ensemble sur ce projet, à la fin, nous étions amis. Je ne savais pas si c'était ce que nous étions. Je ne savais pas ce que ressentait l'amitié, pas vraiment. Mais je savais que je voulais passer plus de temps avec eux. Je voulais être près d'eux. Ils me faisaient sentir vue. Nous avons commencé à sortir plus souvent après ça. Les séances d'études nocturnes sont devenues des discussions nocturnes sur la vie, sur nos familles, sur nos rêves pour l'avenir. Petit à petit, j'ai commencé à m'ouvrir à eux. Je leur ai raconté des choses que je n'avais jamais racontées à personne, sur mes parents, sur la façon dont ils m'avaient toujours fait sentir que je n'étais pas assez. À ma grande surprise, ils ne m'ont pas jugé. Ils ne m'ont pas non plus plaint, ce que je craignais le plus. Au lieu de cela, ils ont écouté. Et ils se sont souciés. Pour la première fois de ma vie, j'avais des gens qui se souciaient de moi. C'était une sensation étrange, à laquelle je n'étais pas habituée, mais c'était bon. Au fur et à mesure que nous nous rapprochions, nous sommes devenus inséparables. Nous faisions tout ensemble, les cours, les études, les fêtes, même si je n'étais pas très fêtard, ils m'entraînaient toujours. Ils étaient mes gens, ma famille choisie. Et, pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'appartenais quelque part.
L'idée de s'enfuir est venue lors d'une de ces discussions nocturnes. Nous étions assis dans la chambre du dortoir de Jake, nous passions une bouteille de vodka bon marché, en parlant de ce que nous allions faire après l'obtention du diplôme. Aucun de nous ne voulait rester dans la ville où nous avions grandi. Nous voulions plus. Nous voulions l'aventure, l'excitation, un nouveau départ. C'est Sophie qui l'a dit en premier, nous devrions partir. Faire nos valises et partir. Recommencer ailleurs. Au début, nous avons ri. Cela semblait fou. Mais plus nous en parlions, plus cela avait de sens. Nous n'avions rien qui nous attachait. La famille de Jake était distante dans le meilleur des cas. Lily rêvait de quitter sa ville natale depuis des années. Matt était toujours silencieux, mais je savais qu'il n'était pas heureux là où il était. Et moi? Je n'avais rien à perdre. Mes parents se rendaient à peine compte que j'étais vivant. Ils ne se soucieraient pas si je disparaissais. Alors nous avons fait un plan. Nous obtiendrions notre diplôme, nous épargnerions un peu d'argent, puis nous partirions. Nous ne savions pas exactement où nous irions, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que nous serions ensemble et que nous serions libres. Le jour où nous sommes partis était surréaliste. Nous avons emballé tout ce que nous avions dans 2 voitures et nous sommes partis sur la route sans regarder en arrière. Nous avons choisi une ville où aucun de nous n'avait jamais été auparavant, un endroit suffisamment loin pour qu'il se sente comme un monde nouveau, mais suffisamment près pour qu'il ne soit pas complètement inconnu. C'était excitant, effrayant et stimulant, tout à la fois. Au début, les choses ont été géniales. Nous avons trouvé un petit appartement, à peine assez grand pour nous 4, mais nous avons réussi à nous débrouiller. Nous passions nos journées à explorer la ville, à nous perdre dans ses rues, à découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles personnes. Enfin, nous étions libres de notre passé, libres de nous réinventer comme nous le souhaitions. Mais la liberté a un prix, et bientôt, des fissures ont commencé à apparaître. Jake a commencé à disparaître pendant des jours, revenant de plus en plus épuisé. Il ne disait pas grand-chose sur l'endroit où il avait été, et au début, nous ne l'avons pas poussé à nous donner des réponses. Mais il est devenu plus difficile à ignorer, les cernes sous ses yeux, la façon dont ses mains tremblaient lorsqu'il pensait que personne ne le voyait. Lily, toujours l'âme de la fête, a commencé à organiser des réunions improvisées dans notre appartement, invitant des gens que nous connaissions à peine. Au début, c'était amusant, musique à fond, boissons qui coulaient, gens qui riaient. Mais bientôt, les fêtes ont commencé à dégénérer. Les étrangers allaient et venaient à toute heure. L'appartement était dévasté le matin, et Lily haussait les épaules, attendant que le reste d'entre nous nettoie le désordre. Matt, toujours silencieux, s'est encore plus replié sur lui-même. Il a cessé de nous parler, se retirant dans sa chambre pendant des jours. Lorsque nous lui demandions ce qui n'allait pas, il disait simplement qu'il était fatigué. Mais je pouvais voir le poids de quelque chose qui le pesait, quelque chose qu'il n'était pas prêt à partager. Et puis il y avait Sophie. Sophie avait toujours été forte, elle avait toujours été celle qui nous gardait les pieds sur terre. Mais il y avait quelque chose de différent en elle maintenant. Il y avait une obscurité dans ses yeux, une inquiétude que je ne pouvais pas tout à fait comprendre. Elle a commencé à rester dehors tard, rentrant à la maison aux premières heures du matin, parfois avec des bleus qu'elle n'expliquait pas. J'aurais dû voir les signes. J'aurais dû savoir que les choses étaient en train de dégénérer. Mais je ne l'ai pas fait. J'étais trop absorbée par mon propre désir d'échapper à mon passé, trop désespérée de croire que tout allait bien aller. Et puis, un soir, tout a changé. C'était un jeudi. Jake avait disparu à nouveau, et le reste d'entre nous se reposait dans l'appartement, épuisé par le travail et les études. L'air était lourd de tension. Aucun de nous ne parlait beaucoup, simplement perdus dans nos propres pensées. Puis on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé 2 hommes debout là, avec des visages durs et des yeux froids. Ils ont demandé Jake. Lorsque je leur ai dit qu'ils n'étaient pas à la maison, ils m'ont poussé, faisant irruption dans l'appartement comme s'ils en étaient les propriétaires. Ils ont commencé à saccager l'endroit, fouillant dans nos affaires, cherchant quelque chose. Lily a crié, exigeant de savoir ce qu'ils faisaient, mais ils l'ont ignoré. Sophie a essayé de les arrêter, se mettant devant l'un des hommes, mais il l'a repoussée d'un coup de coude comme si elle n'était rien.
Matt est resté paralysé dans le coin, les yeux grands ouverts et pâles, trop choqué pour bouger. Enfin, l'un des hommes s'est tourné vers moi, la voix basse et menaçante, dit à Jake qu'il nous doit. Nous reviendrons. Et ainsi, sans plus, ils sont partis. Nous sommes restés là dans un silence stupéfait, regardant les restes de notre appartement. Aucun de nous ne savait quoi dire. Ce n'est que des heures plus tard, lorsque Jake est finalement revenu, que nous avons su la vérité. Il s'était mêlé aux mauvaises personnes, drogue, argent et une dette qu'il ne pouvait pas rembourser. Et maintenant, nous étions pris au milieu de tout ça. Ce soir-là, tout a changé. La nuit où ces hommes ont fait irruption dans notre appartement a été un appel au réveil. Le poids des décisions de Jake s'était écrasé sur nos vies comme un train de marchandises, brisant l'illusion de contrôle que nous pensions avoir. Nous étions tous terrifiés, choqués. Mais, plus que ça, nous étions en colère. En colère contre Jake pour nous avoir impliqués dans quelque chose de dangereux. Et en colère contre nous-mêmes pour ne pas avoir vu les signes avant. Pendant quelques jours après l'incident, l'appartement est resté étrangement silencieux. Jake s'est excusé, mais la tension dans l'air était étouffante. Aucun de nous ne savait quoi faire ensuite, comment gérer le fait que nous venions d'être menacés par des personnes très dangereuses. C'est Sophie, toujours celle qui gardait la tête froide, qui a parlé la première. Nous avons besoin d'un plan, a-t-elle dit un soir, brisant le silence. Nous étions tous assis dans le salon, essayant de faire semblant que les choses n'avaient pas changé alors que nous savions que si. Si nous ne nous bougeons pas, nous sommes fichus. Ces paroles ont frappé fort, et elle avait raison. Nous ne pouvions pas continuer à dériver sans but. Nous devions prendre le contrôle, non seulement de nos vies, mais aussi de notre avenir. Le sentiment d'urgence dans sa voix a réveillé quelque chose en moi. Je me suis rendu compte que nous avions autre chose que la survie à considérer. Nous avions le potentiel de faire quelque chose de grand, quelque chose qui nous sortirait du pétrin dans lequel nous étions et nous préparerait à quelque chose de mieux. Mais d'abord, nous devions réparer ce qui était cassé. Jake était le problème immédiat. Il s'était mis dans le pétrin avec ses affaires louches, et le reste d'entre nous avait payé le prix. Après que les hommes soient venus à notre appartement, nous l'avons tous fait asseoir. Ce n'était pas une intervention, mais ça y ressemblait. La vérité s'est répandue, pièce par pièce. Il devait de l'argent à quelques trafiquants locaux, plus qu'il ne pourrait jamais rembourser par lui-même. Il avait joué, bu et consommé, pensant qu'il pouvait tout garder sous contrôle. Mais ça a échappé à son contrôle. Cela arrive toujours. Jake était un désastre. On pouvait voir la honte écrite sur tout son visage. Et, aussi en colère que nous étions, aucun de nous ne pouvait lui tourner le dos. C'était de la famille, à sa manière brisée. Et on n'abandonne pas sa famille. Ce soir-là, nous avons décidé de l'aider à sortir du trou qu'il s'était creusé. Nous avons rassemblé nos ressources, le peu d'argent que nous avions, et nous avons remboursé la dette en totalité. Cela nous a presque ruinés, mais cela nous a donné du temps. Plus important encore, cela a donné à Jake une seconde chance. À partir de ce moment-là, Jake a été différent. Il a arrêté de boire. Il a cessé de fréquenter les gens qui l'avaient entraîné vers le bas. Petit à petit, il a commencé à reconstruire sa vie. Nous l'avons aidé, bien sûr. En l'entraînant aux réunions, en veillant à ce qu'il ne rechute pas, en le gardant concentré sur l'avenir. Ce n'était pas facile. Certaines nuits ont été difficiles. Mais il a persévéré. Et nous aussi. Lily avait aussi ses propres problèmes. Après tout ce qui était arrivé à Jake, elle s'est encore plus adonnée à la fête. Elle a toujours été sauvage, mais cette fois, c'était différent. Il y avait une imprudence en elle qui nous faisait tous peur. Elle rentrait à des heures tardives, parfois ivre, parfois non, mais toujours avec ce regard lointain dans les yeux, comme si elle essayait d'échapper à quelque chose. Au début, je ne savais pas ce que c'était. Mais, avec le temps, je me suis rendu compte que Lily fuyait ses propres démons. Elle luttait contre une anxiété paralysante depuis des années, la cachant derrière son attitude insouciante. Mais maintenant, avec tout ce qui se passait, elle ne pouvait plus se cacher. C'est Sophie qui l'a finalement fait réagir. Un soir, après une autre fête effrénée, Sophie l'a mise à part et lui a dit directement « Tu ne vas pas bien, Lily.
Tu as besoin d'aide. Au début, Lily s'est rebellée, en colère parce que quelqu'un suggérait qu'elle n'avait pas le contrôle. Mais Sophie n'a pas cédé. Et, finalement, Lily s'est effondrée. Elle a avoué qu'elle consommait de la drogue pour s'endormir, pour faire taire l'anxiété constante qui la rongeait. C'était beaucoup à assimiler. Mais nous l'avons tous soutenue. Ensemble, nous lui avons trouvé un thérapeute, nous l'avons aidée à rompre les liens avec les gens des fêtes et nous nous sommes assurés qu'elle reste sur le droit chemin. Petit à petit, comme Jake, elle a commencé à guérir. Matt, toujours le silencieux, luttait aussi, même si ses problèmes étaient moins évidents. Il luttait contre beaucoup de doutes sur lui-même, sentant qu'il ne contribuait pas assez au groupe, comme s'il n'était qu'un fardeau. Cela m'a brisé le cœur de l'entendre parler ainsi, parce que, pour moi, Matt avait toujours été le ciment qui nous maintenait unis. Sa force tranquille était quelque chose sur laquelle nous nous appuyions tous, même s'il ne s'en rendait pas compte. Nous avons eu une longue conversation, nous deux seuls, et je lui ai dit combien il comptait pour moi, pour nous tous. Je ne sais pas s'il l'a complètement cru, mais, avec le temps, je pense qu'il a commencé à voir sa valeur. Nous avions tous besoin les uns des autres, et aucun de nous ne pouvait faire cela seul. Et puis il y avait Sophie. Sophie avait été notre roc depuis le début. Mais même les rochers peuvent se fissurer sous la pression. Elle avait trop forcé, essayant de nous maintenir tous unis tout en négligeant ses propres besoins. Ce n'est que lorsqu'elle s'est effondrée un jour, complètement épuisée, que nous nous sommes rendus compte de combien de poids elle portait. Nous nous sommes rassemblés autour d'elle, tout comme elle s'était rassemblée autour de nous. Nous nous sommes assurés qu'elle prenne une pause, qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle nous laisse prendre soin d'elle pour changer. Il a été difficile pour elle de lâcher prise, mais, finalement, elle l'a fait. Et nous étions là pour elle, tout comme elle avait toujours été là pour nous. Une fois que nous sommes tous revenus sur un terrain ferme, nous avons commencé à penser à notre prochaine étape. Nous avions tous traversé beaucoup de choses, et l'idée de revenir à nos vieilles vies, à nos vieux emplois, nous semblait impossible. Nous voulions plus. Nous voulions faire quelque chose qui compte, quelque chose qui fasse une différence, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. C'est Matt, étonnamment, qui a eu l'idée. Nous devrions créer un fonds, a-t-il dit un soir, alors que nous étions tous assis dans l'appartement en réfléchissant à ce que notre avenir pourrait être. Nous avons tous traversé un enfer. Nous avons vu à quel point il est facile de tomber dans les fissures. Mais que se passerait-il si nous créions quelque chose qui aide les gens ? Quelque chose qui leur donne une seconde chance, comme celle que nous avons eue ? Au début, nous n'étions pas sûrs de ce qu'il voulait dire. Un fonds pourquoi ? Mais, au fur et à mesure qu'il l'expliquait, l'idée a commencé à prendre forme. Nous pourrions créer un fonds pour aider les personnes en difficulté. Des personnes comme Jake, qui s'étaient retrouvées impliquées dans quelque chose de dangereux et avaient besoin d'une issue. Des personnes comme Lily, qui luttaient contre leurs propres problèmes de santé mentale. Des personnes comme nous tous, qui s'étaient sentis perdus et seuls et avaient besoin d'aide. Au début, nous avons hésité. Aucun de nous n'avait d'expérience dans la gestion d'un fonds. Mais plus nous en parlions, plus cela avait de sens. Nous n'avions pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement. Nous pourrions commencer petit à petit, le construire et voir où cela nous mènerait. Et c'est ainsi qu'est né le Fonds Phénix. Nous l'avons appelé Fonds Phénix parce que, comme l'oiseau mythique, il s'agissait de renaître de ses cendres, de trouver une nouvelle vie après que tout est brûlé. C'était un symbole d'espoir, de deuxième chance, de renaissance. Nous avons rassemblé le peu d'argent qu'il nous restait et nous avons créé le fonds. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était assez pour commencer. Nous avons créé un site web simple, nous avons commencé à contacter des gens que nous connaissions, et petit à petit, nous avons commencé à grandir. Au début, nous n'étions que 4, travaillant depuis notre petit appartement. Nous étions des battants, faisant tout nous-mêmes, construire le site web, gérer les finances, contacter les clients potentiels. C'était chaotique, mais nous étions passionnés, et cette passion nous a maintenus en mouvement. Nos premiers clients étaient des personnes que nous connaissions, des amis d'amis qui étaient tombés sur des temps difficiles. Nous les avons aidés à se relever, en leur offrant de petits prêts sans intérêt, en les mettant en contact avec des ressources et en leur apportant un soutien émotionnel. Ce n'était pas grand-chose, mais pour ces personnes, cela a fait une grande différence.
Et la nouvelle a commencé à se répandre. En peu de temps, nous recevions plus de demandes que nous ne pouvions en gérer. Des gens de toute la ville nous contactaient, demandant de l'aide. C'était accablant, mais aussi excitant. Nous faisions une différence. Nous aidions les gens d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Mais, au fur et à mesure que nous grandissions, les défis grandissaient également. Nous avions besoin de plus d'argent pour maintenir le fonds en activité, et nous n'avions aucune idée d'où le trouver. Aucun de nous ne venait de famille riche, et nous n'avions pas d'investisseurs qui faisaient la queue pour nous donner de l'argent. Nous vivions au jour le jour, à peine arrivant à joindre les deux bouts. Il y avait des soirs où je me demandais si nous avions commis une grosse erreur, si nous étions impliqués dans quelque chose qui nous dépassait. Et puis il y avait le problème de nos concurrents. Une fois que la nouvelle du fonds Phoenix s'est répandue, nous avons commencé à attirer l'attention d'autres organisations, des organismes à but non lucratif et des institutions financières plus grandes et plus établies qui n'aimaient pas l'idée qu'un petit fonds leur vole une partie de leur territoire. Certaines d'entre elles ont tenté de nous saboter, répandant des rumeurs selon lesquelles nous étions une arnaque, qu'on ne pouvait pas nous faire confiance. D'autres ont tenté de nous voler nos clients, en leur offrant des prêts plus importants à des conditions avantageuses. C'était brutal, et pendant un temps, il a semblé que nous menions une bataille perdue d'avance. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'un de nos plus grands concurrents était un organisme à but non lucratif appelé Lifeline Venture, une organisation bien établie qui fonctionnait depuis des décennies. Ils avaient de l'argent, des ressources et des contacts dont nous ne pouvions que rêver. Au début, ils nous ont vus comme une menace, et ils ne se sont pas cachés. Ils ont essayé de nous saper à tout moment, en offrant des prêts plus importants à nos clients, en parlant mal de nous à tous ceux qui les écoutaient. Mais alors, quelque chose a changé. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils se sont rendus compte que nous n'allions nulle part, ou parce qu'ils ont vu le bien que nous faisions. Mais, un jour, de nulle part, nous avons reçu un courriel du fondateur de Lifeline Venture. Son nom était Richard Finton, et il voulait nous rencontrer. Au début, nous étions méfiants. Pourquoi notre plus grand concurrent voudrait-il nous rencontrer? Mais nous avons accepté. Et, quelques jours plus tard, nous nous sommes retrouvés assis dans un bureau élégant du centre-ville, face à face avec Richard et son équipe. Je vais être franc, a déclaré Richard, se penchant en arrière sur sa chaise. Lorsque j'ai entendu parler de vous pour la première fois, je n'ai pas pensé que vous dureriez. Mais vous m'avez prouvé que j'avais tort. Vous faites du bon travail, et je pense qu'il y a une occasion pour nous de travailler ensemble. Nous sommes restés bouche bée. Nous nous étions préparés à une bagarre. Mais, au lieu de cela, Richard nous offrait un partenariat. Il a expliqué que Lifeline Venture cherchait un moyen de toucher des clients plus jeunes et plus diversifiés, et qu'il pensait que nous pouvions les aider à le faire. En échange, il nous offrirait un financement, des ressources et un accès à leur réseau de donateurs et de sympathisants. C'était une offre que nous ne pouvions pas refuser. Le partenariat avec Lifeline Venture a changé la donne. Grâce à leur soutien, nous avons pu embaucher plus de personnel, étendre notre portée et aider plus de personnes que nous n'aurions jamais cru possible. Nous avons déménagé de notre petit appartement dans un vrai bureau, avec des bureaux, des ordinateurs et une équipe de personnes qui croyaient en ce que nous faisions. Mais le succès n'est pas arrivé sans son propre ensemble de défis. Au fur et à mesure que le fonds Phoenix grandissait, la complexité de sa gestion grandissait également. Nous avons embauché de nouvelles personnes, mais avec elles sont venus de nouveaux problèmes. Tous n'étaient pas aussi engagés envers la cause que nous, et il y avait quelques pommes pourries qui ont essayé de profiter du fonds pour leurs propres bénéfices. L'un de nos premiers employés, un type nommé Evan, semblait génial au début. Il était charmant, ambitieux et avait de l'expérience dans le travail dans la finance. Mais, au bout de quelques mois, nous avons commencé à remarquer des écarts dans les comptes du fonds. Au début, nous avons pensé que c'était juste une erreur. Mais, comme les chiffres continuaient à ne pas correspondre, nous avons commencé à enquêter plus en profondeur. Ce que nous avons trouvé nous a surpris. Evan détournait de l'argent du fonds, s'emparant des dons et les utilisant pour des dépenses personnelles. Nous étions dévastés. Non seulement il avait trahi notre confiance, mais il avait aussi mis en péril tout le fonds. Si la nouvelle se répandait, cela pourrait ruiner tout ce pourquoi nous avions travaillé si dur. Nous l'avons confronté,
et il ne l'a même pas nié. Il a simplement haussé les épaules et a dit, c'est le business. Tout le monde le fait. Nous l'avons licencié sur le champ, bien sûr. Mais le mal était fait. Nous avons dû faire du contrôle des dégâts, rassurer nos donateurs et nos clients sur le fait que le fonds restait digne de confiance, que nous prenions des mesures pour nous assurer que quelque chose de semblable ne se reproduise plus jamais. Ce furent des mois difficiles, mais nous nous en sommes sortis. Il y a eu aussi d'autres défis, trouver de nouveaux clients, gérer notre équipe croissante, suivre le rythme de la demande croissante de nos services. Mais malgré tout, nous sommes restés unis. Aussi difficile que les choses aient été, nous n'avons jamais oublié pourquoi nous avions créé le Fonds Phénix en premier lieu, pour aider les personnes qui avaient besoin d'une seconde chance, tout comme nous. Au fur et à mesure que nous nous expandions, nous avons commencé à toucher les gens de manière que nous n'avions jamais imaginée. L'une de nos clientes les plus mémorables était une femme nommée Monica. C'était une mère célibataire de 3 enfants et elle avait du mal à joindre les deux bouts après avoir perdu son emploi. Elle avait été expulsée de son appartement et vivait dans sa voiture avec ses enfants lorsqu'elle a trouvé le Fonds Phénix. Nous lui avons accordé un petit prêt pour payer son loyer et nous l'avons aidée à se relever. Mais, plus que ça, nous l'avons mise en contact avec un programme local de formation professionnelle, nous l'avons aidée à trouver une garderie abordable et nous l'avons mise en contact avec un conseiller financier. 1 an plus tard, Monica était de nouveau sur pied, avec un emploi stable et vivant dans un appartement confortable avec ses enfants. Elle est même revenue au fond comme bénévole, aidant d'autres personnes qui étaient dans la même situation qu'elle avait été. Il y avait autant d'histoires que celle de Monica, des personnes qui avaient traversé un enfer, mais qui, grâce à un peu d'aide du Fonds Phénix, avaient pu changer leur vie. Ce sont ces histoires qui nous ont maintenus en mouvement, même lorsque les choses se sont compliquées. Et les choses se sont compliquées. Il y a eu des moments où nous étions trop tendus, où nous n'avions pas assez d'argent pour répondre à la demande, où nous sentions que nous étions au bord de l'effondrement. Mais nous n'avons jamais abandonné. Nous ne le pouvions pas. Aujourd'hui, 5 ans après avoir créé le Fonds Phénix, nous sommes plus forts que jamais. Nous nous sommes étendus à plusieurs villes, nous avons embauché une équipe dévouée de professionnels et nous avons établi des partenariats avec des organisations de tout le pays. Ce qui a commencé comme une tentative désespérée de réparer nos propres vies est devenu quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous aurions pu imaginer. En regardant en arrière, il est difficile de croire le chemin parcouru, depuis ce petit appartement, depuis ces jours sombres où nous ne savions pas si nous y arriverions, jusqu'à maintenant, une organisation prospère et percutante qui change des vies chaque jour. Cela n'a pas été facile. Nous avons été confrontés à plus de défis que je ne peux en compter. Mais nous avons également eu plus de succès que je n'aurais jamais rêvé. Le Fonds Phénix est devenu plus qu'une entreprise. Il est devenu un mouvement. Et nous ne faisons que commencer. Cela fait des années que je n'ai pas eu de contact avec mes parents. Après mon départ pour l'université, nous n'avons jamais vraiment parlé. De temps en temps, je recevais une carte d'anniversaire par courrier, signée d'un générique. De maman et papa. Mais il n'y avait rien de sincère. Pas d'appel téléphonique, pas de visite, pas d'intérêt pour ma vie. Et, honnêtement, cela me semblait bien. Après toutes ces années de négligence, je n'avais pas besoin d'eux. Le succès du Fonds Phénix m'a donné un sentiment d'utilité et d'appartenance que je n'ai jamais obtenu de ma famille. J'ai construit quelque chose de significatif de mes propres mains, avec des amis qui étaient devenus ma véritable famille. Alors imaginez ma surprise lorsqu'un matin, alors que j'étais assis dans mon bureau en train de consulter des rapports financiers, mon assistante, Claire, est entrée avec une hésitation mal à l'aise dans la voix. Il y a un couple qui demande à vous voir, a-t-elle dit. Ils disent que ce sont vos parents. Mon cœur a fait un bond. Mes parents? Ici. Je ne les avais pas vus depuis des années. Que pouvaient-ils vouloir maintenant? Cela ne pouvait pas être bon. Mais, malgré mon bon sens, j'ai accepté de les voir. Faites-les entrer. La porte s'est ouverte, et les voilà, ma mère et mon père, avec le même air rigide et désapprobateur d'habitude. Mon père portait son costume habituel, celui qu'il portait toujours pour donner l'impression de richesse et de pouvoir, même si je savais qu'il avait perdu son éclat depuis longtemps. Ma mère était à ses côtés, le visage tendu par un dédain mal dissimulé.
C'était comme entrer dans une machine à remonter le temps et être transporté dans le silence étouffant de mon enfance. Je ne me suis pas levée pour les saluer. Ils ne se sont pas assis. En revanche, mon père a parlé le premier, la voix froide et pragmatique. Nous avons entendu parler de votre entreprise. La façon dont il a dit entreprise a suffi à me faire grincer des dents, comme si le Fonds Phoenix était une petite entreprise secondaire et non l'organisation à but non lucratif dans laquelle nous avions investi nos vies. Oui, ai-je répondu lentement, ne sachant pas où il voulait en venir. Ça a bien marché. Assez bien, a interrompu ma mère, ses yeux perçants scannant mon bureau comme si elle jugeait l'air que je respirais. Assez bien pour que nous pensions qu'il est temps que vous rendiez quelque chose. Rendre quelque chose, ai-je répété, confus. De quoi parlez-vous ? Mon père a fait un pas en avant, les mains croisées dans le dos comme un général sur le point de donner un ordre. Nous méritons une part de votre entreprise. Après tout, nous vous avons élevé, nous vous avons soutenu. Et maintenant que vous avez fait quelque chose de vous-même, il est temps de payer cette dette. Je l'ai regardé avec incrédulité. Avait-il perdu la tête ? Il ne m'avait pas soutenu. Il m'avait négligé pendant des années, m'avait ignoré, m'avait fait sentir comme si je n'étais rien. Et maintenant, il voulait une part du Fonds Phoenix, quelque chose que j'avais construit avec ma propre sueur et mes larmes ? J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Les lèvres de ma mère se sont pincées en une fine ligne. Ce n'est pas une blague. Vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui sans nous. Mon estomac s'est serré de colère. Là où je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec vous, ai-je répondu. Vous ne m'avez pas aidé. Vous ne m'avez pas soutenu. Vous ne vous êtes jamais soucié de moi. Le Fonds Phoenix est à moi. Mes amis et moi, nous l'avons construit, pas vous. Le visage de mon père s'est assombri. Petit ingrat. Je l'ai interrompu. Non. Vous ne pouvez pas venir ici après des années à me traiter comme si je n'existais pas et me réclamer quoi que ce soit. La réponse est non. Vous n'allez recevoir aucune part de cette entreprise. La tension dans la pièce était épaisse, et je pouvais sentir la chaleur monter dans ma poitrine. Mes parents sont restés là, choqués, comme s'ils ne pouvaient pas comprendre que je les refuse vraiment. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'avais le dessus. Mais cette sensation n'a pas duré longtemps. Si c'est comme ça que vous voulez jouer, a dit ma mère froidement, alors nous nous verrons devant les tribunaux. Les tribunaux. Et, sur ce, ils se sont retournés et sont sortis de mon bureau sans dire un mot de plus. La plainte est arrivée en une semaine. Mes parents me poursuivaient pour une part du Fonds Phoenix, alléguant qu'ils avaient contribué à mon succès et qu'ils avaient droit à une compensation financière. C'était absurde, et mon avocate, Amelia, m'a assuré qu'il n'avait aucun fondement. Mais cela n'a pas empêché la procédure judiciaire de se prolonger pendant des mois. Tout au long du procès, mes parents m'ont peint comme un fils ingrat qui les avait abandonnés. Ils ont affirmé qu'ils avaient beaucoup sacrifié pour moi, en m'entretenant pendant mon éducation, et qu'ils méritaient une part de la richesse qu'ils pensaient que j'avais accumulée. Tout était des mensonges, bien sûr. Quiconque me connaissait, qui me connaissait vraiment, comprenait que mes parents n'avaient jamais fait partie de ma vie de manière significative. Mais la salle d'audience était pleine d'étrangers, et les mensonges qu'ils ont racontés ont déformé le récit de manière à me retourner l'estomac. Amelia, calme et perspicace comme toujours, a géré la situation avec aplomb. Il se la joue, m'a-t-elle dit après une journée particulièrement épuisante au tribunal. Ils n'ont aucune preuve réelle. Ils espèrent que vous céderez à la pression. Je ne le ferai pas. Le procès a pris un tournant étrange lorsque mes parents ont présenté un nouvel avocat pour les représenter, Gregory Whitman, un homme qui, dès le début, semblait étrange. Il était désorganisé, erratique et trop théâtral dans ses présentations. Il confondait les détails de base et se contredisait souvent. Amelia soupçonnait que quelque chose n'allait pas, mais nous ne pouvions pas préciser quoi. 3 mois après le procès, tout s'est effondré pour mes parents. Il s'est avéré que Gregory Whitman n'était pas un véritable avocat. Il avait falsifié ses références et exerçait le droit sans permis depuis des années. La révélation a surpris tout le monde, surtout mes parents, qui semblaient totalement humiliés lorsque la vérité a été révélée au tribunal.
Le juge a immédiatement rejeté leur affaire, et ils ne sont restés avec rien. Non seulement ils avaient perdu le procès, mais ils avaient également été publiquement humiliés par leur propre avocat frauduleux. J'ai pensé que ce serait la fin. J'ai pensé qu'ils retourneraient dans le trou dont ils étaient sortis et que je pourrais enfin continuer ma vie. Mais je me trompais. 3 mois après le procès, je rentrais chez moi tard un soir. Cela avait été une longue journée au bureau, et tout ce que je voulais, c'était m'effondrer dans mon lit. Les rues de la ville étaient calmes, les seuls sons étaient la voiture occasionnelle qui passait et le bourdonnement lointain de la vie nocturne. J'ai pris un raccourci par une ruelle, comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant, lorsque j'ai remarqué quelqu'un debout à l'autre extrémité, partiellement caché dans l'ombre. J'ai ralenti le pas, les cheveux sur la nuque qui se dressaient. Quelque chose dans la silhouette me semblait étrange. À mesure que je m'approchais, je me suis rendu compte que c'était une femme grande et musclée qui tenait quelque chose dans sa main, une batte de baseball en acier. Elle est sortie à la faible lumière, le visage déformé par la rage, ses yeux rivés sur les miens avec une haine si intense que cela m'a glacé le sang. « C'est toi » a-t-elle dit, la voix basse et venimeuse. « C'est à cause de toi que ma vie est ruinée. » Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait, mais mon instinct me criait de courir. Avant que je puisse bouger, elle a levé la batte et m'a frappé. J'ai à peine pu l'éviter à temps, la batte sifflant dans l'air là où ma tête avait été quelques instants auparavant. « Attends » ai-je crié, reculant, essayant de mettre de la distance entre nous. Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Ta gueule » a-t-elle crié, brandissant à nouveau la batte. Cette fois, elle m'a frappé sur le côté. La douleur a explosé dans mes côtes, et je me suis tordu, me tenant le côté en haletant. « Tout ça, c'est de ta faute » a-t-elle grommelé, avançant vers moi. « À cause de toi, ils ont tout perdu. À cause de toi, ils sont partis. » J'étais confus, terrifié et dans une douleur insupportable. Mais, alors qu'elle continuait à déblatérer, quelque chose a cliqué. « Mes parents ? » Oui, a-t-elle craché. Tes précieux parents. Ceux qui m'ont adopté, m'ont traité comme de la merde et ont ensuite tout perdu à cause de toi. Maintenant, ils sont partis, et tout ça, c'est de ta faute. J'ai senti comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Je ne savais même pas que j'avais une demi-sœur, et encore moins une qui avait été adoptée par mes parents. Mais la voilà, debout devant moi, essayant de me tuer pour quelque chose qui n'était pas de ma faute. Elle a brandi à nouveau la batte, et cette fois, je n'ai pas été assez rapide. Elle m'a frappé à l'épaule, et je me suis effondré par terre, la douleur irradiant dans tout mon corps. « Tu as ruiné ma vie » a-t-elle crié, levant la batte au-dessus de sa tête pour le coup final. Mais avant qu'elle puisse porter le coup, un cri a résonné dans la ruelle, et... Arrêtez. 2 passants avaient vu ce qui se passait et ont couru, l'un d'eux l'a jeté au sol pendant que l'autre appelait la police. Je suis resté là, allongé, haletant, la vue floue alors que la douleur menaçait de me submerger. Je pouvais entendre la femme, ma supposée demi-sœur, crier et se débattre pendant que les passants la retenaient. La police est arrivée quelques minutes plus tard, l'a arrêtée et l'a emmenée menottée. J'ai été emmené à l'hôpital, où j'ai été soigné pour de multiples fractures et blessures internes. Les médecins m'ont dit que j'avais eu de la chance d'être en vie. 3 mois après l'agression, ma demi-sœur, Rebecca, a été jugée pour tentative de meurtre. L'affaire était claire. Il y avait des témoins, des enregistrements de sécurité et l'arme elle-même. Elle a été déclarée coupable et condamnée à la prison. Tout au long du procès, elle n'a montré aucun remords, me regardant avec une pure haine chaque fois que j'entrais dans la salle d'audience. J'en ai appris plus sur elle pendant le processus. Mes parents l'avaient adoptée alors que j'étais encore à l'université. Ils me l'avaient cachée. Et, d'après ce que j'ai déduit, ce n'était pas par désir d'agrandir la famille. Rebecca a été adoptée comme une dernière tentative pour avoir la fille parfaite qu'ils avaient toujours voulu, la fille que je n'avais jamais été. Mais, comme moi, elle avait été soumise à leur froide indifférence et à leur critique constante. Lorsqu'ils ont perdu le procès et ont été publiquement humiliés, leurs vies se sont effondrées et ils ont perdu la garde de Rebecca. C'est alors qu'elle s'est brisée. Après le procès, j'ai beaucoup réfléchi à Rebecca et à mes parents.
J'ai pensé à ce que les choses auraient pu être différentes s'ils avaient été capables d'aimer, d'être gentils, de quoi que ce soit d'autre que de l'amertume et du contrôle. Mais je ne pouvais pas changer le passé. Tout ce que je pouvais faire, c'était aller de l'avant, reconnaissant d'avoir survécu et décider de continuer à construire la vie pour laquelle j'avais tant lutté. Les fantômes de mon passé étaient revenus pour me hanter, mais je n'allais pas les laisser gagner. J'avais trouvé une nouvelle famille, un nouveau but. Et je n'allais laisser personne me le prendre.